On tenait quand même à vous dire que nous sommes également heureux, puisqu'il y a également des représentants de la mairie de Mougères et d'autres organismes qui sont intéressés par le projet, avec une petite réflexion quand même, c'est que cette réunion publique que nous organisons dans le cadre des Mougères Cadre de Vie, normalement, ça aurait été à la mairie de Mougères et à la CAPB de l'organiser. Ceci dit, on va faire notre boulot, nous verrons bien. Du Centre européen de fret, nous avons été en révision du PLU sur Mougères à la fin de l'année 2022, donc avec un PLU qui a été révisé donc en 2023, acté en 2023. Il y avait eu beaucoup de contributions dans les registres de l'enquête publique au sujet de cette extension du Centre européen de fret. Mais il y avait peu d'éléments dans ce dossier, puisqu'en fait, c'est la CAPB qui portait donc la révision du PLU de Mougères, considérait que ça n'avait rien à voir, l'extension du centre de fret et l'enquête sur le PLU. Malgré tout, donc, beaucoup de gens ont fait des remarques, ce qui aboutit à une recommandation de la commissaire enquêtrice qui était d'engager une concertation préalable. Une fois donc que toutes les études, alors illicites, hydrologiques, pédologiques, etc., seraient terminées, et de les porter à connaissance du public pour débattre de l'opportunité du projet. Et la réponse qui a été donnée par la commune puis par la CAPB, c'est qu'en fait, cela ne relevait donc pas du PLU, comme je viens de vous le dire, mais l'agglomération ainsi que la commune prennent en compte cette remarque. Voilà, et en fait, il ne s'est donc rien passé. Nous, ça faisait depuis 2020 qu'on demandait à l'agglo et à la mairie de nous donner des informations, d'organiser une information, de la concertation, etc. Il ne s'est jamais rien passé de tel, donc comme a dit Jean-Pierre, c'est nous aujourd'hui qui organisons la réunion, puisqu'en fait, donc, depuis le 1er décembre jusqu'au 2 janvier, se déroule, mais uniquement par Internet, une participation du public sur lequel vous pouvez donc faire remonter vos informations. On va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est cette occasion-là que nous, on a eu connaissance des dossiers. Alors pour tout vous dire, il y a 32 documents mis en ligne, il y a 1689 pages. Donc si on considère 2 minutes par page, j'ai fait le calcul, 56 heures de lecture. Donc si on lit tous les jours du mois de décembre sur lequel on a le droit à la participation du public, ça fait 2 heures par jour. Voilà, sachant qu'on travaille, enfin, etc. Voilà. Donc c'est quasiment impossible de prendre, que le public puisse participer sans avoir eu, s'il y avait eu des informations préalables auparavant, si on avait été régulièrement informé de ce qui se passait. Bon, on saurait déjà, il y a des documents dont on aurait pu prendre connaissance et ça aurait été un peu plus facile, on va dire, de s'approprier tout ce qu'il y a dans le dossier. Donc, un des buts de la réunion de ce soir, c'est de vous faire l'exposé du projet, de mettre en avant des points qui nous interpellent beaucoup et que vous fassiez votre propre opinion en vue de participer à cette fameuse participation par Internet. Et par ailleurs, comme nous on pense que le permis d'aménager tel qu'il est aujourd'hui ne doit pas être accordé, on a lancé une pétition depuis vendredi après-midi qui en était déjà à 110 signatures uniquement électroniques là tout à l'heure et que vous pouvez signer papier là-bas sur la table. Voilà. Comment donc, voilà le plan de ce que l'on va vous proposer ce soir. Donc, comment se déroule la participation du public. Après, on vous explique ce qu'il y a dans le projet, les projets d'extension. Et puis, on fera un focus sur le problème des inondations, sur les enjeux liés aux zones humides, puisque nous, là, ce qui va arriver, c'est l'artificialisation de 12 hectares de Barthes. Les problèmes de circulation d'embouteillage autour du CEF. Et puis, donc, pour terminer, donc, la conclusion sur notre position au cas des Mougères Cadre de Vie. Donc, alors, à la sortie, vous pourrez prendre une feuille qu'on a rédigée à votre attention, sur laquelle vous aurez la référence, si vous voulez aller sur Internet pour participer au public. Donc, il y a un site Internet qui s'appelle registre-dématérialisé.fr. Et puis, il faut faire /5010 pour accéder à ce qui nous concerne. Donc, vous arrivez sur une page qui est comme celle-ci et il y a des onglets là-haut.
Voilà, présentation, déroulement, documentation, les contributions et déposer une contribution. Donc, vous pouvez, pour aller déposer une contribution, il faut cliquer là-dessus. Si vous voulez voir les 1690 pages, vous cliquez sur document de présentation, ici, document de présentation. Et puis aussi, vous pouvez aller voir ce que les autres ont déjà posté. Dès que vous postez, ça apparaît en ligne. Donc on voit ce que d'autres... il y en a, il est très fort, à 8h05 le 1er décembre, il avait déjà vu les 1690 pages et il trouvait génial le projet. Voilà. Donc, quand on dépose une contribution, voilà, c'est comme ça. Vous pouvez souhaiter rester anonyme. Si vous cliquez la petite case qui est ici, je souhaite rester anonyme, effectivement, il y aura écrit anonyme et on ne vous demande pas votre nom, voilà. Mais sinon, bien sûr, vous rentrez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, et puis vous tapez votre texte et vous pouvez rajouter des documents en PDF si vous avez fait très très long. Vous pouvez rajouter des photos, il y en a qui l'ont déjà fait, d'inondations, etc. Voilà, donc c'est assez... Enfin, si on a Internet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ça reste une procédure qui est accessible. Ben voilà, par exemple, là j'ai cliqué sur l'onglet les contributions et donc on voit les contributions des autres. Là il y en a une, on sait qui c'est, et en dessous c'est quelqu'un qui est anonyme. Voilà, ça c'est vraiment le mode d'emploi très court sur la participation du public. Donc maintenant, de quoi on parle? De quel est ce fameux projet d'extension? La participation du public, elle est faite dans le cadre d'une autorisation qui est demandée pour un permis d'aménager. Qu'est-ce qui serait accordé si ce permis d'aménager était accordé? Il y aura la démolition de la ferme Caracar, qui est tout à fait au fond du centre de Fret. Et il va y avoir donc le remblaiement de 12 hectares de Barthes qui seront viabilisés et les travaux hydrauliques qui vont avec. Alors, le remblaiement, actuellement le terrain, il est à peu près à 1,50 m d'altitude. Voilà. Donc le remblaiement va l'amener à 2,70 m par l'aménageur. Parce qu'après, quand il y aura des constructions qui se feront sur ces remblais, la construction, il y aura un nouveau remblaiement qui se fera jusqu'à 3,20 m. Donc en fait, pour faire ça, il se met hors d'eau, en se mettant à 3,20 m. Voilà. Et tout ça avec énormément de mètres cubes de remblais qui vont arriver. Ce permis d'aménager va également autoriser la création d'un giratoire sur la route de Briscousse. Donc une nouvelle entrée à l'intérieur du CEF qui va se faire donc à l'est. Hein, le centre de Fret, on y rentre actuellement par l'ouest, on va dire. Et ben on fait tout le grand tour et on prend la route de Briscousse et il y aura un nouveau giratoire. Je vais vous montrer les plans. Et puis aussi, il faut dans le permis d'aménager, ils vont végétaliser les bords des fossés au sein du CEF. Voilà l'enjeu du permis d'aménager. Après ça, il y aura des procédures de dépôt de permis de construire, etc. Mais voilà, le permis d'aménager est vraiment une pièce importante dans la suite de la procédure. Ça, c'est une image qui est issue du site internet de la CAPB. Donc, on voit le centre de Fret tel qu'il pourrait devenir. Donc, actuellement, grosso modo, cette zone-là, rouge et bleu, ce sont les Barthes. Donc, en fait, on comprend qu'ils veulent allonger les voies ferrées qui servent actuellement de fret. Et puis aussi, dans ce recoin, là, si je puis dire, mais enfin un recoin qui fait 3,3 hectares, hein, il y a la construction d'un bâtiment pour une entreprise qui s'appelle TGO et qui est déjà à l'intérieur du CEF, qui se trouve un peu à l'étroit, qui souhaiterait déménager, et donc pour lequel on artificialiserait là 3,3 hectares. Dans les documents, cette zone-là particulière, qui est à l'intérieur du CEF, s'appelle le parc d'activité de Mouguer. Je vous le dis parce que on retrouve régulièrement cette mention-là. Donc, le projet d'extension, comme il est actuellement, enfin, il y a des variations sur les cartes, mais bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que, voilà. Vous voyez le périmètre rouge, c'est la surface à aménager. Donc c'est le périmètre rouge.
À l'intérieur de ce périmètre rouge, il y a toute la zone orange qui est en fait déjà remblayée. À l'occasion des précédents remblaiements, pour permettre l'installation notamment des opérateurs ferroviaires, il restait du remblai. Et donc ils avaient fini de remblayer une zone dont il n'y avait pas encore besoin. Donc le projet final est de 17 hectares, mais sur les 17 hectares, il y en a 5 qui sont en fait déjà remblayés. Et nous, voilà, et donc les 12 hectares de Barthes dont on parle, c'est tout ce que vous, voilà, c'est tout le reste. Je suis vraiment pas douée avec ce truc-là. Voilà, c'est ça les 12 hectares de Barthes. Voilà. Alors, dans l'autre sens, ça c'est la photo qui est sur la participation du public là, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on regarde vers Bayonne, hein, vous voyez comment c'est situé. Là, il y a la voie ferrée, là, il y a les Barthes-Neuves. Donc en fait, c'est cette zone-là ici qui est déjà remblayée et qui est vide. Et puis il y a tout ce centre-là qui, vous voyez, est également pas utilisé et qui va être en fait l'emplacement de Brittany Ferries, qui est un nouvel opérateur qui arrive sur le site dans sa phase 1 de travaux. Voilà. Et donc à partir d'ici, eh on rentre sur la zone de Barthes. Ça c'est le plan du dessus. Enfin le plan du dessus, enfin vous comprenez, c'est voilà. Donc la zone déjà remblayée ici, plus une extension sur les Barthes en vert, c'est pour Novatrans, qui est déjà installé sur le site. En jaune. En jaune, excusez-moi. J'ai toujours la problème avec la couleur. En jaune. Enfin, je vois vert, moi, mais bon, c'est jaune. On est d'accord. En rouge, ici, c'est des extensions de voies publiques, ferrées publiques. Brittany Ferries, donc c'est jaune clair, ici. Et Ambrodio, qui est déjà installé également sur le site, qui est actuellement là, s'étendrait donc jusque là. Et ici, donc, on a les 3 hectares de DGO. Avec le nouvel rond-point, donc, dont je vous parlais, qui est ici. Alors, maintenant, en fait, tout ça, ça a été provoqué par l'arrivée de Brittany Ferries. Un beau jour, en 2020, le Premier ministre, qui était Jean Castex, a fait une conférence de presse. On sortait de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait dit à la Convention citoyenne pour le climat, il faut favoriser les autoroutes maritimes. Et Jean Castex est arrivé en disant, on va faire des autoroutes ferroviaires. Voilà. Et donc il annonce Cherbourg-Mouguer. Et peut-être que les élus ici le diront, mais visiblement, beaucoup d'élus ici l'ont appris également par la presse. Il y aurait un Cherbourg-Mouguer. Le terminal de Brittany Ferries, dans les plans et les projets, il est prévu en 2 phases. Le terminal peut démarrer sur la partie que je vous ai montrée tout à l'heure, vide du milieu, hein, phase 1, ça s'appelle. C'est que je me trompe, voilà. Ça correspond donc à cette image-là, ça s'arrête là. Là, c'est les Barthes. Donc, le terminal phase 1 peut être construit sans le permis d'aménager qui est demandé maintenant. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Cherbourg, ils ont démarré les travaux et ils ont dit que ça commençait à l'été 2024. Parce qu'en fait, ce ne sera jamais prêt jusqu'au bout, à l'été 2024, pour Brittany Ferries. Par contre, la première phase, elle peut se dérouler. Et puis, dans un deuxième temps, la phase 2, donc, irait donc jusqu'au bout des Barthes, mais vous voyez que vous voyez pas peut-être, mais en fait, le but, c'est de faire 180 places de parking semi-remorque sur les Barthes, donc, des voies d'accès et bâtiments. Donc, la voie d'accès, je pense que c'est parce qu'ils avaient prévu de rentrer par le rond-point ici, donc il faut bien aller le route autour. Bon, et puis d'autres, des tracteurs remorques électriques, bon, enfin voilà, mais la zone de chargement-déchargement des camions resterait toujours là sur la phase 1 du terminal. Alors, Cherbourg-Mouguer, on en a nous déjà eu beaucoup parlé dans notre association, parce que Cherbourg avait eu la chance, si je puis dire, d'avoir une concertation du public à Cherbourg, parce que les trains vont partir du port de Cherbourg, qui est en plein centre-ville, mais vraiment en plein centre-ville, et donc en fait, il faut, au passage du train, fermer 7 passages à niveau
au cœur de Cherbourg, dont un qui est lié à un pont levant sur le port de Cherbourg, et donc ils ont fait des tas de calculs de jusqu'où ça pouvait coincer en file d'attente. Donc la ville de Cherbourg a dit ok, mais alors maxi, un train par jour, quoi. On va pas faire ça. Ah, parce qu'un train par jour, c'est un aller-retour, donc c'est déjà 2 fois par jour fermer les passages à niveau, 7 passages à niveau au centre-ville. Ce fait-là a fait qu'à Cherbourg, il y a eu une concertation du public, et nous, à ce moment-là, à Mougères, on a dit, mais nous, à Mougères aussi, on a des problèmes de Barthes, voilà, on a essayé de s'incruster, si je puis dire, dans cette concertation-là. Bon. Mais, il y avait... nous, on n'a rien eu. Bon, donc, les trains, excusez-moi, hein, les trains vont aller donc de Cherbourg à Mougères, en retapant des tunnels, parce que comme ce sont des camions entiers qui montent sur les trains et non pas juste le container du camion, il faut raboter les tunnels, parce que bien que les wagons soient surbaissés, c'est quand même plus haut que le standard, donc il faut raboter des tunnels, donc il y a l'itinéraire bis pour éviter dans un premier temps tous les tunnels, enfin ça fait beaucoup de frais pour la SNCF, pour arriver jusqu'à Mougères, dans le but de relier l'Irlande à l'Espagne. Parce qu'en fait, Brittany Ferry, qui est quand même un transporteur maritime, hein. Brittany Ferry, je ne sais pas si vous voyez, c'est des bateaux, hein, c'est des ferries, voilà, qui portent donc des passagers et des camions. Très bien. Comme les camions qui transitaient par la route entre l'Irlande et la France faisaient les passages par, je ne sais pas où exactement, mais pour traverser l'Angleterre pour arriver vers l'Europe. Mais maintenant, ça c'est hors Europe, c'est depuis Brexit, donc il y a des douanes, il y a des taxes, etc. Donc les camions qui arrivent d'Irlande ne peuvent plus passer par l'Angleterre, ou alors ça va coûter très cher. Donc on les transporte directement en Europe, si je puis dire. Mais le but, donc, comme vous pouvez le voir, de l'Irlande qui est ici jusqu'à l'Espagne, il y a déjà une autoroute maritime, c'est-à-dire des camions sur des bateaux qui vont donc du port de Rosslare jusqu'à Bilbao. C'est la ligne grise. Donc là, maintenant, on leur ferait faire Rosslare-Cherbourg, Cherbourg-Mougères. Là, les camions les descendent du train. Et ils se retrouvent sur la 63 entre Mougères et la frontière. Donc là, donc c'est un drôle de projet. Voilà. Donc, pour Brittany Ferry, en tout cas, c'est pas moins de camions sur l'autoroute, c'est plus de camions sur l'autoroute, puisqu'ils sont sur des bateaux, qu'on les met certes sur des trains de Cherbourg à Mougères, mais ensuite, il faut bien qu'ils finissent leur trajet. Ça, c'est un quai d'autoroute ferroviaire qui n'a donc pas la même technologie de transport que ce qu'on connaît actuellement sur le CEF, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des camions entiers qui montent sur des trains, ce qui fait que ça, c'est un wagon qui va après être basculé pour se remettre dans le sens du train qui est comme ça. Donc le camion arrive comme ça, il monte, et une fois qu'il est en place, on remet le wagon dans le bon sens. Ce qui veut dire qu'il faut des quais très larges, beaucoup plus larges que ce qu'on connaît actuellement avec les grues qui prennent en fait les containers sur le camion pour les poser sur le wagon, hein, puisqu'il faut la place du camion, entrée-sortie, voilà. C'est le principe de l'autoroute ferroviaire de faire monter tout le camion. Voilà. Brittany Ferry en fait en 5 minutes contre en main, 10 minutes peut-être. Quand on parle, on ne se rend pas compte du temps qui passe. Les deux autres opérateurs, donc c'est Novatrans et Ambrogio, qui sont déjà sur place. Alors déjà, on va commencer par Ambrogio, comme ça ce sera fait, si je puis dire. Ambrogio, donc, est ici actuellement, hein, ça s'arrête ici. Donc pour allonger ces voies, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais en fait, on est obligé d'agrandir le CEF pour eux. C'est-à-dire que si on tire une ligne droite des voies ferrées d'Ambrogio, en fait, on tape ici dans la maison qui est maintenant vide, mais qui appartenait à la famille Lafargue, le terrain appartient déjà à la SAPB, mais le CEF, le périmètre administratif du CEF, c'est la partie grise là. Et donc pour agrandir Ambrogio, il faut que cette zone-là devienne interne au CEF, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Donc dans les plans, les plannings, etc., en gros du haut, bah, c'est pas avant 2025, parce que pour agrandir le CEF, ça va être de nouveau enquête publique, c'est des procédures, hein, ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Donc en gros du haut, c'est pas pour eux qu'on remblait là tout de suite, parce que on peut pas. Et puis alors, on va trans, on ne sait pas trop quels sont leurs besoins réels, et eux aussi, ils ont cette zone-là qui est pour eux et qui est hors de l'extension, qui ne nous paraît pas... Enfin, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas jusqu'où c'est important pour eux de taper là sur la suite des barres, parce qu'actuellement, les trains, ils peuvent les faire par des manœuvres. Les trains plus longs, ils ont des possibilités de manœuvrer hein, pour raccrocher deux morceaux de train faits indépendamment de l'un autre. Ça, c'est le côté ferroviaire. Parce qu'en fait, alors voilà, on vous expliquait, pour nous, Brittany Ferry, la phase 1, ok, qu'ils y aillent. Et puis, en fait, nous, notre position, c'est de dire, et attendons. Attendons, parce que, par ailleurs, point de vue fret, donc comme c'est les bateaux qui vont, c'est les camions qui vont jusqu'en Irlande, en Espagne, il est en train de se construire, donc de l'autre côté de la frontière pour le coup, notamment à Leczo, un centre de fret qui se trouve placé comme il faut par rapport. En Espagne, ils n'ont pas les mêmes écartements de rails. Donc en fait, il faut, pour que les trains puissent aller de l'Europe vers l'Espagne, ils sont en train, où ils vont mettre ce qu'on appelle un troisième rail, de manière à élargir sur une certaine longueur de voie ferrée la possibilité au train de continuer à rouler sur ce troisième rail, pour se mettre à la bonne dimension. Et les zones s'avèrent être exactement au bon endroit où la rupture de charge se fait, c'est-à-dire le troisième rail par rapport au reste du réseau ferré espagnol. Donc, d'ailleurs, sur cette carte qui est publiée hein, dans le dossier, les centres frontaliers, que ce soit Hendaye, qui est vide, hein, par ailleurs Hendaye, à un moment donné le fret à Hendaye, donc il y a des voies aussi, entourées en jaune, et entourées en jaune, c'est zone concurrentielle. Donc en fait, on n'est pas là dans des versions d'aménagement européen, de coopération, etc. On est en train d'essayer de prendre aux autres ce qu'ils peut-être pourraient avoir. Voilà. Bon. Et bien alors donc, pour en arriver au point de crispation, on va dire ça comme ça, le plus fort, c'est DGO. Alors, DGO qui s'appelle Innovis maintenant parce qu'ils ont été rachetés par une holding américaine, mais au début des projets ils s'appelaient DGO, donc on continue à les appeler DGO. C'est DGO et Innovis. On n'a rien contre DGO, je ne sais pas s'il y a des gens de DGO dans la salle, mais vraiment l'activité de DGO ne pose aucun souci. C'est une entreprise qui vend des appareillages médicaux. Des attelles, des béquilles, des choses comme ça. Très bien. Et qui sont déjà installés sur le CEF, ici, dans la rue principale du CEF, qui sont multisites parce qu'ils se sont ils se sont agrandis, donc ils ont eu besoin d'aller dans un entrepôt voisin pour faire stocker leurs affaires. Et donc, c'est pour eux que donc, on viendrait installer des JO ici. Donc, je vous montre, hein, mais vous n'avez pas d'oublier, c'est des JO plus son rond-point. On zoome un peu sur le rond-point, parce qu'en fait, on s'aperçoit, alors selon les cartes, le rond-point, c'est pour des JO, mais on en parlera plus tard du rond-point. Mais vous voyez que c'est aussi pour les opérateurs ferroviaires, là. Donc l'accès à des JO se ferait comme ça, avec l'entrée poids lourd et l'entrée voiture. Voilà. Et ça, c'est le dernier plan. Mais là, on voit encore mieux l'entrée ferrée pour les voies ferroviaires, hein, ici. Voilà des JO. Voilà. On va détailler un peu plus loin ces problèmes de l'entrée sur l'entrée du CEF. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc c'est 3,3 hectares. Et sachant que alors le CEF vu plus loin, hein, vous reconnaissez certainement ici le CEF. Et ici, donc, ce sont les salines, le site des salines qui a fermé.
dont la CAPB est propriétaire depuis plusieurs années, où il y a des problèmes de pollution des sols qu'il faudra dépolluer, il faudra bien s'y mettre à jour. 10 hectares de friches industrielles vides. Voilà. DGO n'a strictement rien à voir avec le ferroviaire. Alors, le produit, c'est des camions qui arrivent. C'est pour eux aussi un petit hub de logistique pour interne à leur entreprise. C'est des camions. Hein, ils n'ont vraiment pas besoin d'être à côté des voies ferrées. Et puis là, en plus, ils ne seraient pas très très loin. Voilà, je vous montre, vu Google, si vous n'avez pas repéré le portail des salines, hein, c'est ici. Voilà. DGO avait aussi eu des possibilités de s'installer à Saint-Martin-de-Seignance, sur des terrains déjà viabilisés, déjà aménagés, vides. Voilà. Saint-Martin-de-Seignance qui est dans notre SCOT, c'est-à-dire le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, c'est-à-dire en fait c'est notre bassin de vie, hein, vu au niveau aglo, c'est nous quoi. Hein, voilà. Mais la CAPB a préféré lui proposer les 3 hectares dont on parle. Alors pourquoi ce DGO en étant... c'est qu'en fait, donc, ce sont des BART. On va voir tout à l'heure l'importance des zones humides en tant que telles. Et la loi dit quand même que on doit respecter, quand on va détruire des zones humides, quand on va détruire des espèces animales protégées ou végétales, etc., il y a une séquence très fameuse dans le milieu qui s'appelle la séquence ERC, qui veut dire éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire qu'il faut absolument, s'il y a un effet négatif d'un projet sur une espèce protégée, donc c'est animal ou végétal, ou sur leur habitat, et les zones humides rentrent également dans la catégorie voilà, des habitats protégés, il faut, dans l'ordre chronologique, d'abord éviter. Il ne faut pas y aller. Voilà. Si on ne peut pas éviter, alors il faut réduire les impacts sur le lieu, et les impacts résiduels qui restent, on les compense, c'est-à-dire qu'on va ailleurs, renaturer des terrains, remettre bien des zones humides, par exemple, qui étaient artificialisées ou quoi, de manière à compenser la destruction, les impacts résiduels qui restent. Bien sûr, comme dans toute... donc, il est absolument interdit, il y a certaines espèces animales, il y en a 53 là sur le site qui ont fait l'objet de demandes de dérogation, même 56, parce que 53 c'est pour l'arrêté préfectoral, et puis on a la loutre, le vison d'Europe et le fragmite aquatique, qui va dépendre d'un arrêté ministériel. Donc c'est interdit de les détruire, c'est interdit de détruire leurs habitats, c'est interdit par ailleurs de détruire les zones humides. Mais bien sûr, à chaque fois que c'est interdit, il y a des dérogations. C'est un régime dérogatoire. D'accord? Donc la dérogation qui doit rester donc exceptionnelle. Et pour pouvoir déroger, pour pouvoir avoir ce droit, il y a plusieurs raisons, et la raison là qui nous concerne, c'est qu'il faut prouver qu'il y a c'est la partie soulignée en rouge, une raison impérative d'intérêt public majeur, c'est le terme, raison impérative d'intérêt public majeur. C'est pas juste, comme pour des géos, on est un peu à l'étroit, c'est plus confortable, les flux logistiques seraient plus souples, etc. C'est une raison d'intérêt public, donc il doit être majeur. Il ne faut pas qu'il soit public, l'intérêt, il faut qu'il soit majeur. Et il ne peut être majeur que s'il est sur le long terme. Ah oui, parce que ça, je ne vous ai pas dit. Au début des JO, ils devaient acheter le terrain, il y avait 1 700 000 €, il y avait une délibération qui le nommait. Et bien, des JO n'achètent plus le terrain. C'est la CEPA qui va lui construire le bâtiment pour un 16,6 millions d'euros. Ils seront locataires avec un premier bail de 10 ans. Donc, la pérennité de DGO sur place, on ne sait pas. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'une fois que ce sera artificialisé, aménagé, etc., ça sera détruit à tout jamais. Donc c'est cette balance en fait entre les différentes échelles de temps qu'il faut aussi tenir compte dans l'intérêt public majeur. Bon, ça va être impératif, c'est-à-dire vraiment, les mots, c'est la loi, hein, tout ça, ça doit s'argumenter. Hein, voilà. Alors autant sur le ferroviaire, la raison impérative d'intérêt public majeur,
avec l'effondrement du climat qu'on connaît, etc., si vraiment on pensait que le fret, Brittany-Ferry, enfin bon, ok, le ferroviaire, ça doit pouvoir s'argumenter. Mais alors, des JO, non. Il n'y a vraiment aucune raison qu'ils s'installent sur les BART. C'est juste pas possible. D'autant plus que éviter est possible, puisqu'il suffit qu'ils aillent aux Salines ou à Saint-Martin-de-Seigneur. Et d'ailleurs, dans l'arrêté préfectoral qui a autorisé, qui vient de sortir, qui a autorisé donc, la destruction des habitats, etc., le préfet ne parle que du ferroviaire. Alors il faut dire à sa décharge que dans le dossier, des JO, les pages, elles sont sur le ferroviaire, et puis tout d'un coup, il y a 3 lignes, et puis il y aura une création d'emplois, on espère en 2030 qu'il y aura plus de 100 emplois chez des JO. Voilà. C'est ça, c'est vraiment 3 lignes sur des pages d'argumentation sur la raison d'intérêt public majeur pour le ferroviaire. Donc le préfet, il a repris que le ferroviaire, en considérant que l'aménagement de la zone par la CEPA est prévu dans l'optique d'accueillir des projets ferroviaires. Il n'y a pas un mot sur des JO. Voilà, et donc il conclut, enfin je ne sais pas, ce serait trop petit de toute façon, et donc il accorde la raison d'intérêt public majeur, mais en ayant borné comme ça pour les projets ferroviaires. Voilà, et ça, j'ai envie de terminer avec cette partie-là de la présentation, c'est le planning des travaux qui est issu du dossier de dérogation d'espèces protégées, mais que j'ai remis. Enfin, il n'est pas comme ça c'est moi qui l'ai fait. Donc juste pour vous dire, il y a eu 15 jours de consultation du public pour la destruction des espèces protégées. On était 3 à être au courant dans cette salle, parce que la consultation elle a eu lieu du 1er au 15 septembre, ou peut-être 17 septembre, je ne sais plus. Et il se trouve que la CAPB nous avait invité à une réunion le 13 septembre, et donc le 13 septembre, on apprend, alors que ça faisait un moment qu'on leur demandait les dossiers, les machins, les trucs, d'ailleurs on est intéressé, on veut savoir ce qui se passe, tout ça, donc on apprend le 13 septembre que la consultation du public est sur le point de se terminer. Alors c'est par internet et tout ça. 4 jours avant, voilà, donc celle-là a été faite. La participation du public sur le permis d'aménager, c'est celle dont on est en train de parler. Et puis, donc, s'il est accordé ce permis d'aménager, les travaux hydrauliques vont démarrer, le remblaiement va démarrer, ça va durer 2 ans, le remblaiement. Les travaux du giratoire, donc, vont démarrer en août 2024, ça va durer aussi un certain temps, jusqu'en décembre. Et des JO sont les... Alors, les travaux de Brittany-Ferry sur la première phase, ils peuvent le faire, ils pourraient déjà commencer, voilà. La deuxième phase, c'est plus tard. En fait, les plus pressés, c'est des JO, là, qui démarreraient, donc, son bâtiment, enfin, la CEPA pour les JO, maintenant, en avril 2024, pour une année de travaux. Et puis, Novatrans et Ambrogio, il y a marqué à Calais en 2025. Donc, c'est vraiment pas pour eux qu'on est en train d'aménager le CEF. Voilà. Ça, c'était la partie les projets. Parce que maintenant, on voulait faire le focus sur les inondations, la circulation. Je ne sais pas comment on s'organise, Jean-Pierre, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Parce qu'après, donc, on va parler des inondations, de la circulation et des zones humides. Juste, oui, vous avez parlé de compensation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la compensation qui a été votée, je crois, par le municipal de Laons, qui brille aujourd'hui par son absence? Alors, il semblerait qu'il y ait conseil municipal ce soir à Laos. Voilà. Alors, effectivement, la compensation là, qui a été demandée à Laos, c'est dans le cadre de la destruction des habitats d'espèces protégées. Il a fallu aller trouver c'est un ordre de ratio de l'ordre de 1 pour 3, c'est-à-dire que quand on faisait 1 hectare pour certaines espèces animales, il fallait en trouver 3 autres ailleurs qui soient suffisamment dégradées pour pouvoir les remettre en ordre de marche par rapport à l'espèce détruite. Et donc, normalement, tout ça aurait dû se faire sur un seul bloc, mais en fait, la compensation pour les espèces protégées, c'est 6 ou 7 sites dispersés à droite à gauche. Là-haut, c'est un de ces sites, voilà, pour lequel le conseil municipal, effectivement, a donné son autorisation. À ce moment-là, nous, on avait écrit au conseil municipal
en disant attention, il y a des JO. On est un peu. Et on en avait profité pour dire et ce serait bien que vous nous appuyiez sur nos demandes d'enquête publique, enfin qu'on ait les infos, etc. Et effectivement, c'est passé à une fois après, je crois, à l'avance, la compensation. Moi, je suis habitante de la Honse, tout simplement. Je suis rue Routrécart, donc je suis à côté de la zone de fret. J'ai acheté à la Honse en mars 2017. Donc j'ai fait partie de ceux qui ont contribué par Internet. Il s'avère que depuis mars 2017, quand j'ai acheté la maison, j'ai 1200 m² de terrain. J'ai un terrain qui est tout en allonge. J'ai beaucoup de champs autour de moi puisque zone inondable et ça fait partie des champs pour le fait que l'eau s'épande. Voilà. Depuis mars 2017, je constate au gré de l'évolution de la zone de fret une avancée inexorable de la flotte sur mon jardin. L'eau qui se cantonnait au fond du jardin d'année en année remonte. Ça fait 2 années de suite que j'ai mon garage qui est sous l'eau, j'ai 10 cm d'eau dans mon garage. L'hiver dernier, l'eau était à 2 mètres de ma maison. Et mes voisins, mes voisines à côté, elles avaient étaient pas mal inondées, le voisin d'à côté également. J'ai pu suivre aussi l'évolution, parce que j'ai 2 enfants assez jeunes, donc je m'amuse à aller sur la voie verte, nouvellement créée. Je constate que cette voie verte qui a été faite avec des fonds publics a mal été exécutée. Parce que quand il y a beaucoup d'eau, en fait, les évacuations se font mal. Quand on regarde et qu'on circule, par exemple, le long de Suez, là, très, très régulièrement, quand il y a beaucoup d'eau qui tombe, en fait, ça crée l'eau stagne. Et la pente, en fait, de la route elle est orientée vers Suez, elle n'est pas orientée vers la Dour. Et en plus, en fait, les bordures qu'ils ont fait en béton retient aussi cette eau. La voie verte, c'est pareil, donc moi je suis Routrécart. Quand on part sur la voie verte le long de la route de Briscousse, il y a une maison qui, avant l'arrivée de la voie verte, avait aussi pas mal d'eau sur une partie de son jardin. Depuis la création de la voie verte, le système de busage, d'évacuation d'eau et tout ça a suffisamment été bien réfléchi pour créer une retenue un peu plus importante. Du coup, depuis 2019, je m'amuse, façon de parler, aller avec les enfants faire le tour des inondations, faire des photos pour voir l'évolution progressive d'année en année. Et du coup, j'ai commencé uniquement en 2019, donc c'est pour ça que là, la voie n'est pas encore emblayée. Et il y a d'autres photos comparatives. Donc depuis 2019, voilà, j'ai ça c'est en 2019 ou 2021, je sais plus. Là, c'est voisin pas très loin de chez moi, on voit la zone de fret derrière. Voilà, et cette année, en janvier 2023, en fait, les inondations ont vraiment atteint un niveau assez important. Du coup, là, j'ai carrément pris la voiture et je suis allée filmer, en fait, avec mes gamins. Voilà, et j'ai fait mon petit tour. Et du coup, dans ma contribution personnelle en tant que citoyen, j'ai lancé ces photos et ces vidéos. Parce que c'est vrai que, voilà, donc là, il y a Suez sur le côté. Là, souvent, voilà, on va en ralenti parce qu'il y a des grosses vagues qui se créent. Et il y a une mauvaise gestion en fait des évacuations pluviales. La pente de la route, elle est comme ça au lieu d'être dans l'autre sens, quoi. Alors que c'est quand même un truc qui est récent, neuf, qui a coûté de l'argent. Donc c'est un peu dommage. Donc ça, c'est une des vidéos. J'en ai plein, mais on a fait des sélections. Parce que quand on arrive aussi sur le rond-point de la zone de fret, c'est pareil, quand vous tombez souvent vers comment ça s'appelle donc là, c'est où ça va être emblayé en fait. Donc il y a là, vous êtes chez des JO, futur des JO, et la voie ferrée. Donc en fait, moi il y a la route de Briscousse. En fait, vous avez la route de Briscousse, et derrière, Routrécart et tout ça, c'est régulièrement inondé, pas de souci. Mais bon, vous prenez un ballon de baudruche, vous tirez dessus, par défaut, l'eau est par ailleurs. Hein. Donc, c'est pour donner des images, mais même s'il crée des fossés qui drainent et tout ça, moi, ce que je regrette, c'est qu'en fait, il n'y ait pas une analyse. Il y a les études. Les études, c'est une chose. L'analyse, en fait, de ce qui a déjà été fait, les conséquences de ce qui a déjà été fait, la mauvaise mise en œuvre de ce qui a déjà été fait, peut-être commencer à régulariser ces problématiques. Et une fois que ces problématiques sont un peu gérées et auront généré un surcoût,
puisque ça a mal été géré, peut-être envisager autrement. Donc voilà, donc là je pense que c'était important de vraiment marquer parce que c'est pas inondé tout le temps, ça monte, ça descend et tout ça. Et là on est vraiment près des phénomènes où quand on combine forte marée, les pluies en amont qui arrivent des montagnes et tout ça, on est quand même sur un secteur où voilà, on est entre Bayonne et l'amont. Voilà. Donc là c'est vraiment un point de vue usager, voilà, qui est exprimé et voilà. Mais rassure-toi, ça va tout bien aller. Et la voie verte. Voilà, là c'est la voie verte, pardon. Je ne sais pas si vous avez vu l'ancienne photo de la voie verte, enfin avant la voie verte, avant les travaux de la voie verte, et ça c'est après les travaux de la voie verte. Donc le niveau d'eau a un petit peu augmenté, on va dire que c'était une crue méga exceptionnelle cette année, mais en fait c'est un petit peu à l'image du secteur sur les champs alentours, et voilà. Donc c'est déjà assez haut, mais il faut regarder ouais, faut en arrière. En fait, c'est la maison qui est juste là. En fait, il faut regarder le niveau d'eau par rapport en fait pas au portail, enfin, à les limites de propriété. Et quand on ramène, bon, ça c'est l'arrière de ma maison, voilà. Et pareil, je m'amuse à prendre le niveau d'eau d'année en année, voilà, c'est ce genre de petites photos que souvenirs. Et soit dit en passant, pareil, vu qu'on s'amuse à faire le tour avec les enfants, en ce moment la population n'est pas liée à la zone de fret, mais aux lampadaires aux luminaires que les gens ont voulu envoyer malgré le vent et le report des luminaires. Voilà. Mais c'est pareil, les secteurs des eaux autour en fait de la zone de fret, on note une mauvaise gestion des déchets régulièrement dans les canaux. Voilà, c'est pas super propre, quoi. Et après tout ça, ça va à l'eau, ça va dans la ville. Alors, qu'y a-t-il dans le dossier? Eh bien, donc le PAC, ça s'appelle c'est le porté à connaissance qui a été fait par rapport à l'eau. Alors, le centre de fret a bénéficié, si je puis dire, d'une autorisation qu'on appelle une autorisation loi sur l'eau en l'an 2000. Le fret, la zone du fret, la ZAC du fret, la zone d'aménagement concerté du CEF, a été créée en 1988. La loi sur l'eau n'existait pas encore à l'époque. En l'an 2000, entre-temps, il y a eu la loi sur l'eau qui était sortie, avec un certain nombre d'obligations réglementaires, et donc il y a eu à ce moment-là une régularisation, on va dire, du dossier CEF vis-à-vis de la loi sur l'eau. Et donc, il y a eu à ce moment-là une étude d'impact qui a été faite avec des calculs hydrauliques. Donc ça, c'était en l'an 2000. Et donc, le dossier qui nous est présenté aujourd'hui nous explique qu'en fait, les autorisations ont été données en l'an 2000 pour emblayer jusqu'au bout le CEF, y compris les 12 hectares dont je vous parle depuis tout à l'heure. Factuellement, c'est vrai. Il y a eu malgré tout, donc ils appellent ça une mise à jour de l'étude d'impact. Mais la grande question, c'est de savoir comment on tient compte de l'évolution du climat maintenant, qui est tellement perceptible que on ne peut plus penser que c'est pas vrai. Donc voilà. Et malheureusement, en fait, vous allez voir, il y a rien. Alors, que dit le dossier? Que disaient déjà en l'an 2000 les études qui se sont faites? En fait, les calculs qui ont été faits en l'an 2000 sont prévus donc pour pouvoir stocker l'eau d'événements pluvieux d'une fréquence 100 ans. C'est le P100 là. Ça veut dire qui durerait 6 heures. Ça, c'est pour les clapets et la marée montante et descendante et la possibilité que l'eau s'évacue vers la Dour quand les clapets s'ouvrent selon la marée. Donc, une pluie de fréquence 100 ans, ça veut dire que c'est une pluie qui est suffisamment forte ou qui a des caractéristiques qui fait qu'on a calculé que ça n'allait arriver qu'une fois tous les 100 ans. Et donc, on se protège d'une pluie qui arrive une fois tous les 100 ans. Mais ça, c'était donc en l'an 2000. Parce qu'en 2023, la pluie,
quand en 2000 on a calculé une caractéristique de pluie avec une fréquence centenale, aujourd'hui cette fréquence elle est de l'ordre de 10 ans. Hein. Les statistiques de Météo France évoluent à une vitesse fulgurante. Donc ce serait quand même bien de recalculer tout ça en tenant compte non seulement de l'évolution qu'on connaît déjà, mais de ce que l'on pense qui va nous arriver, parce que comme vous le savez, ce sont les événements exceptionnels qui vont être de plus en plus fréquents. C'est ça le changement climatique en grande partie. Hein. C'est des choses exceptionnelles qui deviennent fréquentes, que ce soit les inondations, les sécheresses, enfin les canicules, etc. C'est dans les deux sens. Donc, le dossier prévoit donc de protéger d'une pluie de fréquence 100 donc de l'an 2000 pendant 6 heures. Donc, grosso modo, il y avait deux préconisations. C'est les deux bassins secs ici pour recueillir, donc ils sont de l'autre côté de la voie ferrée, pour recueillir les eaux qui arrivent des habitations de Mouguer qui sont sur le bassin versant. Et les fossés du CEF doivent suffire, d'après les calculs, à retenir les pluies qui s'abattent sur le CEF. Voilà. Donc ils ont fait des calculs, ils ont vu qu'il manquait encore 17 000 mètres cubes du fait qu'ils n'avaient pas fini de remblayer. Et donc en fait, ils vont créer un nouveau fossé le long de DJO. Ici, là, le truc bleu, c'est le fossé qui va être creusé. Alors ils ont calculé hein, les pentes, les profondeurs, etc. pour pouvoir stocker ce qui en théorie manque depuis l'arrêté de l'an 2000. Voilà. Et puis ce qui est prévu aussi depuis le début, c'est qu'à la parcelle, chacun doit stocker sur sa parcelle un certain nombre de quantités d'eau qui tombe. Ça n'a pas changé. Donc nous, la question qu'on se pose, c'est quelle évolution par rapport au changement climatique? Je ne sais pas si je lève le suspense tout de suite, mais en fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire que... Alors, ça, c'est la partie eau. Avant de passer au... Il y a aussi la partie, donc, crue de la Dour, potentielle. Ça, c'est couvert par ce qu'on appelle le PPRI, hein, le plan de prévention de risque d'inondation. Les gens qui habitent ici savent bien qu'ils sont en zone rouge du PPRI, mais pas le CEF. Le CEF, il n'est pas en zone rouge, donc eux, ils ont le droit de construire. Et donc ça, c'est dans le dossier. Hein. Donc vous avez même la page, si vous voulez relire, c'est le... Alors, le scénario, il est décrit à la page 36 de ce fameux PAC, c'est-à-dire le porté à connaissance hydraulique. Et donc, où on apprend que, alors, il faut aller voir quel type de crue. Alors, c'est le cru des Gaves, plus une crue décennale de la Dour, enfin, une concomitance de crues théoriques qui pourrait arriver. Donc, forcément, si l'eau arrive, si ça c'est le CEF et puis que la Dour coule comme ça, en fait, le CEF se remblayé à 3 mètres fait un rempart qui empêche l'écoulement de l'eau vers Bayonne. Et ça se mesure en centimètres. Donc pour côté Laonce, ça veut dire que ce nouveau rempart, si je puis dire, fait monter l'eau de 10 cm. Donc je ne sais pas, vous y voyez rien, hein, mais vous pouvez me croire. 10 cm. Côté Barthe-Neuve, c'est 11 cm. Mais dans les Barthes, il y a une pompe. Oui, on me dit oui. Donc la pompe qui est normalement là pour la pluie va fonctionner si l'eau arrive par les que peu importe où vient l'eau, la pompe elle se met en route pour remettre dans la Dour dès qu'il y a trop d'eau. Mais pour la Hausse, il n'y a rien. Il n'y a pas de pompe, il n'y a rien. Voilà. Donc, ce qui est rigolo, c'est... Enfin rigolo, je m'excuse, c'est pas rigolo, mais c'est que, donc, ils disent dans cette crue-là, en fait, le niveau d'eau pour la Hausse passera de 2,82 m à 2,92 m, c'est donc les 10 cm. Mais la plupart des habitations existantes dans cette Barthe sont déjà inondées. C'est-à-dire que de toute façon, ils sont inondés. Bon, on va mettre 10 cm de plus, inondé pour inonder. Voilà. Voilà le dossier. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ce dossier, la DDTM, aujourd'hui, en 2023, fait une lettre pour dire « J'accuse réception de votre portée à connaissance, celui dont je vous parlais. Voilà. Je vous informe que je prends acte des conclusions de l'étude hydraulique, notamment de l'absence d'aggravation du risque d'inondation des biens et des personnes.
et de la gestion des eaux pluviales dans l'enceinte du CEF. Voilà. Donc ils n'ont pas dû lire les mêmes dossiers que nous. Voilà, mais c'est ça, c'est comme ça, les dossiers, là, les 1600. Il ne parle que de l'enceinte du CEF. Non, là, il parle de l'aggravation du risque des biens et des personnes autour du CEF. Il dit s'il n'y en a pas, mais il y en a à 10 cm et 11 cm, sauf que Bart, il y a la pompe, donc ce ne se rappelle pas 10 cm, mais à la 11, il n'y a pas de pompe prévue. Voilà. Le changement climatique. Alors, on n'est pas les seuls à se dire, mais enfin, quand même, le changement climatique, dans le dossier, réglementairement, doit être consulté ce qui s'appelle la MRAE, c'est la mission régionale d'autorité environnementale, qui lit le dossier, enfin, qui font, je ne sais pas comment ils font, et puis qui donne son avis. C'est pas un avis, ils font des réflexions, on va dire, sur le dossier. Et ils demandent, il faudrait quand même que vous analysiez la vulnérabilité du projet dans le cadre du changement climatique, un peu comme nous, quoi, là, tout de suite. Réponse. En noir, c'est la réponse officielle. L'autorisation environnementale initiale, c'est-à-dire la loi sur l'eau initiale, ne demandait pas à l'époque de projection de 7 ans. Donc, comme ils sont dans une mise à jour juste et lors de l'élaboration du PPRI, donc ça c'est pour les crues, ces aspects n'étaient pas non plus attendus. Donc, forcément, en 2006, on ne leur disait pas encore prévoyez le changement climatique. Voilà. La définition du caractère inondable, c'est d'appuyer sur le PPRI en vigueur. Et à ce jour et à notre connaissance, il n'y a pas de prescription du préfet initiant la reprise-modification du PPRI qui permettrait d'intégrer la prise en compte du changement climatique. Donc réglementairement, ils n'y sont pas tenus, parce qu'effectivement, le préfet n'a pas dit qu'il faudrait revoir vos PPRI en fonction du changement climatique, et donc ils ne font pas. Donc les questions restent en suspens. Effectivement, comment le changement climatique... on voit bien qu'effectivement la gestion des eaux n'est pas conforme en fait à ce qui est a priori prévu dans les études. Là, j'ai pris l'exemple de la voie verte, et c'est d'autres. Voilà. Mais ce n'est pas pris en compte. Ce qui est quand même, un peu hallucinant. Je ne sais pas si sur cette partie des inondations, moi j'ai fini. Si vous voulez commenter. Après, c'est la circulation, le nouvel accès, tout ça. Oui. Vous m'entendez là ? Juste pour compléter ce que dit Martin, moi j'ai participé c'était fin octobre, à un séminaire organisé par la CAPB. Le thème de ce séminaire, c'était le risque inondation. Donc c'est la CAPB qui organise ce séminaire. Tous les experts qui étaient présents, y compris l'institution qui s'appelle l'Institution Adour, un travail de prospective qui s'appelle Adour 2050. Tous les experts qui étaient sur place disaient 2022-2023 ont été une année de bascule dans l'aspect climatique. Et le futur va nous amener vers des événements qui sont des événements pluvieux notamment, qui seront beaucoup plus violents, beaucoup plus brutaux pour les territoires. Et il y a vraiment unanimité. Il rajoute en plus que le Pays Basque fait partie des points rouges au niveau national. Il y a quelques zones comme ça. Le Pays Basque en fait partie prioritairement. Donc on est dans une situation où des experts missionnés par la CPB, y compris l'institution Adour, disent c'était pas terrible, mais ça va pas s'arranger. Voilà. Donc il faut l'avoir en tête parce que par rapport à ce que tu présentais en disant on est sur un risque centenaire, non, c'est plus un risque centenaire, c'est un risque. On voit bien ce qui s'est passé récemment. Regardez ce qui s'est passé dans le Nord, où on dit dans le Nord finalement il n'y a pas de problème. Ça fait un mois qu'ils ont les pieds dans l'eau. Est-ce qu'on est à l'abri de ça? Je ne crois pas. Et encore une fois, les experts disent ça va s'aggraver. Voilà. Y compris un organisme qui s'appelle Predict, dont la mission est de faire de l'évaluation du risque. Et donc il était missionné effectivement par la CAPB pour faire ce travail d'évaluation du risque d'inondation. Effectivement, là, on a un dossier qui est un peu figé dans le passé et qui n'est pas du tout, qui ne tient pas compte des évolutions très récentes. Bon, les zones humides, en fait, c'est tellement important, en fait. Et puis, c'est les 10 ans qui sont devant nous, là, qui vont être déterminants par rapport au climat. Enfin, je veux dire, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Puis maintenant, en plus, on l'a vécu. On a vécu 2 années, là, terribles, en sécheresse, en inondation, et donc, on est dedans. Donc, je veux dire, maintenant, c'est pas responsable de continuer à aménager sans en tenir compte.
Et les zones humides jouent un rôle mais fondamental dans la régulation du climat. Et donc là, on en a 12 hectares. C'est pas rien, 12 hectares. Et puis c'est aussi 12 hectares ici, 2 hectares là-bas, etc. Et on a grignoté déjà depuis des années notre potentiel de préservation de la ressource en eau. Et là, 12 hectares, c'est quand même aussi beaucoup d'un coup. Mais en plus, il faut bien comprendre que c'est comme ça toujours des projets. C'est de projet en projet qu'on est arrivé à une situation où on a beaucoup trop artificialisé nos sols. On n'a pas artificialisé d'un coup 10 000 hectares, c'est de projet en projet. Donc à un moment, il faut juste s'arrêter, en prendre conscience. Pensez qu'il y a des gens qui derrière nous, qu'on a des enfants, et il faut leur laisser quelque chose de correct. Alors, ah oui, alors, je vous la remontre. Enfin, je vous le dis parce que vous le savez, mais c'est pas si simple que ça dans le dossier. L'ensemble de la zone a été relevé par des critères de flore comme étant une zone humide. Ceux qui connaissent bien le dossier doivent savoir pourquoi je dis ça. Ceux qui ne le connaissent pas, vous me dites, bah oui, c'est sûr, c'est des barthes, donc c'est humide, mais des fois, c'est toute la zone bleue. Au moment de calculer la compensation, les zones humides, là, elles sont en vert. D'accord? Vous voyez la différence? D'accord? C'est les petits trucs verts comme ça, hein, c'est pas c'est pas zone humide, là, par exemple. Là. Ça, c'est zone humide. Ça, c'est les fossés, donc c'est forcément zone humide. Des JO, on leur conseille quand même un peu de zone humide. D'accord? On est loin de ça. Hein. Et ça, c'est la carte utilisée pour calculer cette fameuse compensation dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on a 12 hectares de zone humide, il faut les compenser en rendant des services équivalents à ce qu'on va perdre ici, en restituant des services équivalents ailleurs. Mais si on ne part pas du même nombre d'hectares de base, donc là, il concède qu'il y a 4 hectares de zone humide sur les 12, forcément qu'on ne compense pas ce qu'il faut ailleurs. On est couvert par ce qui s'appelle un SAGE, c'est un schéma d'aménagement de gestion des eaux à Duraval. Il y a des règles dans le SAGE qui s'imposent à tout le monde, hein, et qui dit qu'il faut, à minima, quand on détruit une zone humide, compenser à 150% de sa surface. Si on reste sur le même bassin versant, si on s'éloigne, il faut compenser un peu plus, faire 200%, etc. Ça, c'est que la fonction zone humide. C'est indépendant du fait qu'il y ait des espèces protégées qui vivent dessus. La dérogation espèces protégées, c'était un autre arrêté précédent. Mais on pourrait avoir une zone humide sans espèces protégées qui vivent dessus. Voilà, il faut quand même compenser la zone humide. Et on a des espèces protégées qui ne vivent pas dans les zones humides, et il faut compenser les espèces protégées qui ne vivent pas dans les zones humides. Donc là, on en est très loin. En fait, il n'y a pas de compensation des zones humides. C'est vraiment une grosse lacune du dossier. Très très grosse lacune du dossier. Alors en plus de ça, non seulement il y a des zones humides, mais en plus ce fameux SAGE définit ce qu'ils appellent des zones humides prioritaires, qui sont encerclées de rouge, qui sont là, des JO, le rond-point de des JO, côté, là c'est encore Montguerre, hein, mais là on ne sait pas bien loin. Voilà, et ça c'est l'extension future extension des voies ferrées. Et pour cela, c'est 200%. Quoi qu'il en soit, les zones humides prioritaires, on compense à 200%, même si on compense juste à côté. Alors, enfin, je suis désolée d'avoir à faire ce petit cours-là, mais je vais le faire quand même. Les zones humides, à quoi ça sert? Alors, la première chose, c'est qu'elles ont donc des fonctions qu'on appelle hydrologiques. Hein. Elles stockent de l'eau. Elles stockent de l'eau en profondeur, puis en surface aussi. Et ça permet de les restituer lentement, en fait. Donc ça régule naturellement tous les flux d'eau qui tombent et qui s'écoulent dans nos rivières, et ça recharge les nappes phréatiques. Parce que c'est lent, ça permet de s'écouler et de passer en dessous. Elles ont une fonction de réservoir de biodiversité, parce qu'en fait, c'est vraiment des conditions de vie très particulières dans les zones humides, et qui font qu'elles sont biologiquement très 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 riches. Et donc, elles sont, d'ailleurs, effectivement, dans les espèces protégées, 50% des oiseaux protégés, en fait, dépendent des zones humides. La zone humide est vraiment un réceptacle très, très, très important de la biodiversité.
Elles ont une fonction de filtre, il faut le dire aussi, de filtre naturel, hein, c'est-à-dire que les eaux d'assainissement, par exemple, qui se trouveraient terminées dans les barthes, sont filtrées. Les choses en suspension, certains polluants qui sont retransformés, s'il y a de l'agriculture, les engrais azotés, tout ça, elles filtrent. Elles filtrent, donc on récupère derrière une eau qui est bien plus propre. Et puis elles ont une fonction climatique. Puisqu'en fait, elle stocke énormément de CO2, déjà, beaucoup plus, 10 fois plus que n'importe quel autre sol, la quantité de CO2 captée dans les zones humides. Et puis, elle crée en fait un microclimat local, mais ça vous le savez tous, hein, il fait plus frais dans les barthes quand il fait chaud que n'importe où ailleurs. Voilà. Donc, ces fonctions, en fait, elles rendent des services. En fait, c'est ces services-là qu'il faut penser. Voilà. Donc, c'est des réservoirs d'eau douce, et l'eau douce, on va de plus en plus en avoir besoin. C'est des zones d'expansion de crues, et puis, voilà, la conservation de la biodiversité. Et puis aussi, c'est culturel, hein, les paysages, les promenades, la découverte de la nature, tout ça, ça se fait dans le Ce qui a fait dire au commissariat général au développement durable, hein, qui est rattaché au ministère, qu'il coûte 5 fois moins cher de protéger les zones humides que de compenser la perte des services qu'elles nous rendent gratuitement. Voilà. J'ai trouvé la phrase jolie. Ça, c'est pris sur place. On avait fait une petite promenade avec l'association tout au début du projet pour se rendre compte. Et alors là, peut-être que je vais dire quelque chose de très naïf, mais enfin, je vais le dire quand même. C'est vrai que quand on passe sur la route, on voit une zone plate, et puis on ne voit pas forcément. Il suffit de mettre les pieds dans les barthes pour se rendre compte à quel point on voit la biodiversité. C'est hallucinant, la variété de plantes, la variété de bêtes, de petites bêtes, surtout des petites bêtes. C'est d'une incroyable richesse. Et ça, on ne s'en rend pas compte si on n'y va pas. On perd vraiment quelque chose d'incroyablement pullulant, riche, vivant. Enfin, c'est vraiment des zones qui sont en fait magnifiques, pas par le paysage peut-être, quoique chacun est attaché à son paysage, mais c'est d'une richesse de vie absolument incroyable. Et puis aussi, donc, quand même, il faut le dire, parce que la ONS, quelques personnes de la ONS sont là. La ONS a mis en place un espace naturel sensible, qui s'appelle les Prairies de la ONS, là, qui est en vert clair, et qui va vraiment jouxter justement le fameux rond-point là, d'accès à des JO. Voilà. Plus on grignote, plus on se rapproche des espaces naturels sensibles. Il y a des effets en fait SAS aussi sur ces endroits-là. Si on met une lisière, il y a un effet lisière, je veux dire. Si le CEF il va jusqu'au bout, l'espace naturel sensible. Alors, si je puis me permettre, juste pour imaginer un petit peu, donc quand je m'amuse à faire mes reportages avec les gamins, donc tout ça c'est inondé, tout ça c'est inondé, tout ça c'est inondé, tout ça c'est inondé, tous les hivers. Voilà, donc en fait, toute cette eau qui va être disparaître, elle va être peut-être par là, je sais pas. Mais en fait, en zone sensible, il n'y a pas que ça. En fait, c'est carrément tout le secteur bas de la ONS. Donc, la mauvaise aussi gestion des voies publiques et tout ça joue aussi. C'est un global. C'est pas. Il y a le réaménagement, il y a les aménagements routiers, il y a un petit peu tout en fait qui est bloquant et qui demanderait à être réétudié après coup pour remodifier. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui, micro. On a parlé des deux bassins. Alors, les deux bassins secs. Est-ce qu'on peut parler du troisième bassin qui est à côté? Il n'est pas par personne, celui-là. C'est un bois qui est le long du canal, qui se jette dans la mare et qui va sous le rail par une petite buse. Et ce bois est absolument tout le temps inondé. Ça n'était pas. Je suis là depuis 81 ans. Et là, on ne peut plus y aller. Et ça coule. Aujourd'hui, ça coule avec des cascades. Ça coule, ça mousse, enfin voilà. Et là, tout ça, d'où vient cette eau? On ne sait pas.
ça va être encore un temps fort. Donc chez nous, on est une éponge. Le terrain est boule. Et c'est pas fait. Monsieur le maire de Laos n'est pas là, mais Madame le maire d'Urquy, Monsieur le maire d'Urquy, Monsieur le maire de Villefranche et Monsieur le maire de Saint-Pierre-des-Loups. Simplement pour ce secteur-là, je rappelle que quand les bassins effectivement n'existaient pas, il n'y avait pas d'eau. Quand les bassins ont été faits, ils ont été contraints parce qu'il y avait une canalisation de gaz qui passait le long de la départementale et on devait faire, il y avait obligatoirement de faire une séparation. Aujourd'hui, cette canalisation est fermée et donc j'ai demandé à Artedia, donc au service de l'agro, de refaire une étude sur ce secteur, effectivement, pour voir s'il y a des solutions pour éliminer l'eau qui est dans ce secteur. Ah oui, ça c'était la conclusion. Ah oui, parce que je n'ai pas dit ça non plus. Ah oui, c'était 58 espèces, je vous ai dit 53. Animal protégé. L'arrêté préfectoral qui liste les espèces protégées sur les 12 hectares. Hein, enfin les 17 hectares, parce qu'il y en a les 4 espèces végétales. Plus, donc on attend l'arrêté ministériel, parce que c'est un arrêté ministériel pour déroger à la destruction des habitats favorables à la lutte provision d'Europe et aux fragmites aquatiques. Il n'est pas encore là, bon. Et aussi, donc, ce qui est écrit en rouge, c'est qu'en fait, dans le cadre de ces procédures de demande de dérogation de destruction d'espèces protégées, doit être consulté ce qui s'appelle donc le CNPN, le Comité national de protection de la nature, qui sont des experts en animaux, en végétaux, suivant le domaine dans lequel ils sont, et qui a donc émis un avis défavorable. Il a mis à la demande de destruction d'espèces protégées. Et cet avis n'est pas obligatoirement suivi. C'est-à-dire qu'il a donné un avis défavorable, mais les autorisations peuvent quand même être délivrées sur le secteur. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il a mis un avis défavorable, alors notamment pour ces histoires de quantité de zones humides. Que je vous disais tout à l'heure, combien il y en a de zones humides, il n'y en a pas 4 hectares. Bon. Mais il y avait d'autres choses. Il a dit, j'émets un avis défavorable et je demande à revoir le dossier quand vous l'aurez complété. Et en fait, la décision qui a été prise par, on va dire, les élus, c'est de ne pas représenter le dossier à la CNPN. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté une zone de compensation à Saint-Martin-de-Seignance en disant voilà qu'on s'en répond. Mais nous, public, on n'a absolument pas l'avis final du CNPN sur le dossier final, puisque la réponse donnée est assez partielle, mais très partielle même. Mais ils n'ont pas répondu à la demande du CNPN qui était de revoir ce dossier s'il était complété. Voilà. C'est comme ça. Quels élus? Alors, quels élus? Nous, ça nous a été dit à la communauté d'agglomération en réunion qu'ils ne représenteraient pas le dossier au CNPN. La dérogation de demande d'espèces protégées est portée plutôt par la CRPB. Donc la circulation est surtout ce nouvel accès qui est donc en rouge ici donc à peu près. Donc nouvel accès au sèche. Alors ce que les études disent, ils ont fait une modélisation de la circulation en partant d'un état compté en 2021. Alors j'ai un peu cherché les confinements, tout ça, mais bon, voilà. Et puis, ils ont pris une estimation qu'il y aurait une augmentation du trafic de 1% entre 2021 et 2029. Et puis, 0,5% entre 2029 et 2039. Ah ouais. 2039, on sera plus là pour en parler si. Voilà. Il n'y aura plus de voitures. Et ben voilà. Figurez-vous donc sur la départementale 312, donc la fameuse route de Briscousse. Donc les deux sens confondus, sens actuel, enfin en juin 2021, il y avait 297 voitures et 11 poids lourds. Ce qui fait qu'en 2029, il y aura
323 voitures et 12 poids lourds. Et en 2039, puisque voilà, on ira compter ensemble si vous voulez, il y aura 339 voitures et 13 poids lourds. Qui c'est qui a donné ces chiffres? Eh ben, c'est les études, il y a un cabinet qui s'appelle Egis qui a fait les comptages voitures et qui a dit on fait 1%. Voilà. Alors, c'est... Il y a déjà plus de Alors, dans le désordre, on nous annonce un nombre moyen de véhicules par heure. Le minimum, ça aurait été de faire l'heure de pointe, parce qu'on sait tous très bien que dans la journée, c'est pas pareil entre 7 et 9 le matin et entre 17 et 20 le soir. Mais sans doute que ça devait pas bien, enfin on sait pas pourquoi, parce que là du coup on divise par un nombre d'heures, sans tenir compte du tout de la circulation qu'on connaît quand même tous. Enfin je veux dire, on sait tous qu'il y a quand même du mal à rouler. Voilà. Donc on aura un camion de plus par heure. Qu'est-ce que vous... Voilà. Ça c'est les études qui nous sont présentées. Hein. Ils ont fait aussi l'entrée du CEF. Alors là c'est aussi assez incroyable. Parce que alors là pour le coup, ils ont bien pris l'heure de pointe. Ils ont bien pris l'heure de pointe de 8 à 9. Mais alors, ils avaient deux comptages. Ils avaient le comptage de 2020, où donc entre 8 et 9, il était rentré 167 poids lourds au centre de fret. Et puis en 2021, il en était rentré 60. Et bien les projections 2029 et 2039 repartent du 60, ce qui fait qu'en 2029, il y aura 66 camions qui vont rentrer dans le CEF. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, on les aménage et on les remplace, hein, parce que franchement, pour 69 camions, 66 en 2020. 2039, il y en aura 3 de plus, on en fera à 60. Donc voilà, ça c'est des études, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a dans le dossier. C'est ce qu'il y a dans le dossier. Alors, ça d'abord. La fameuse MRAE, celle qui tout à l'heure a dit le changement climatique, il faudrait peut-être, hein, l'autorité environnementale, a dit concernant les déplacements, l'étude précise que le projet d'aménagement des phases 1 et 2 n'est pas de nature à modifier la situation actuelle, ce qui paraît surprenant au regard des perspectives de développement affichées, parce que c'est grandiose, hein, le développement du fret, je ne vous dis pas, avec un accueil conséquent de camions, assurant l'intermodalité avec le fret ferroviaire. Donc il demande de préciser. Alors l'étude précise également qu'un nouveau giratoire sur la RD 312 ayant pour fonction de desservir le parc d'activité nucléaire et certains terminaux ferroviaires, parce que c'est ce qu'ils disent. Donc ils demandent, refaites quoi, refaites des cartographies, appréciez les incidences pour les riverains, les mesures d'évitement, les nuisances, enfin voilà. Voilà. La réponse à ça, c'est de l'aménageur, c'est que la cartographie n'a pas été réalisée au début. Toutefois, ils répètent ce qu'ils disent, hein, toutefois, là ils répètent ce qu'ils disent dans l'étude, toutefois les modélisations proposées aux horizons 2029 et 2039 ont mis en évidence une faible augmentation des trafics. Forcément, c'est eux qui ont dit 1% et 0,5%, donc forcément c'est faible. Alors, je veux dire, ils auraient dit 10% et 50%, c'était pas faible. Donc ils mettent leurs propres estimations et ils disent vous inquiétez pas, tout ira bien. Il faut leur répondre que c'est pas nécessaire d'agrandir. Mais non. Mais oui, on se demande pourquoi on agrandit. Voilà. On se demande comment les élus peuvent avaler ça. On se demande comment les élus peuvent avaler ça. Comment les élus peuvent avaler ça? Je ne sais pas s'ils ont lu les 1690 pages des élus. Je pense qu'il faudrait qu'ils lisent les 1690 pages, les élus. Ou alors qu'ils viennent ici à la réunion. Il y en a. Alors, quand même, parce que je vous ai sauté une... Dans la réponse à la MRAE, des fois ils balancent, il y a des nouveaux documents qui apparaissent comme ça, c'est dans ce genre d'études, c'est parce qu'en fait ils les ont faites les modélisations. Mais c'est pas dans le texte, il faut aller lire les annexes, enfin je vous dis pas, hein, il faut les trouver. Alors je vous ai pris le scénario maximal, parce qu'il y a des scénarios moins maximaux, vous voyez.
Donc, le fameux rond-point. Alors, on simule qu'il y a 50 poids lourds qui arrivent par l'entrée est, qui correspond à un train de Brittany-Ferries. Hein, c'est 40. Voilà. Si les 50 poids lourds, comme ils vont avoir des horaires très précis, comme il y a des chauffeurs qui arrivent, 50 poids lourds, c'est un train. Ils arrivent où là? Eh bien, ils arriveraient, ça c'est la route, ça c'est le rond-point, donc en fait ils arriveraient comme ça, ils rentreraient pour aller dans Brittany-Ferries. C'est la route de Briscousse. C'est pas la route de Briscousse. Et les petits points blancs là, c'est la file d'attente des voitures. Parce qu'en fait, les camions, quand ils arrivent, pour être chargés sur les trains, ils sont pesés. Donc en fait, il y a des opérations à l'arrivée qui font que le camion attend un peu. Donc s'il y en a 50 qui arrivent d'un coup, forcément, ça fait une queue. D'accord? Donc, camions, ça fait long. la queue, elle remonte, et en fait, elle bloque là le rond-point. Et donc, ils ont calculé, et ça, ils ne le disent pas dans l'étude, il faut aller chercher les annexes. C'est dit nulle part, il faut aller lire les tableaux des annexes, etc. Donc, en fait, il y a des queues qui sont prévues, des longueurs de queue. Là, il y a 230 mètres, 230 mètres de file d'attente, ils appellent ça. Moi, j'appelle ça un embouteillage, mais voilà. Mais ça ne va pas bloquer la voie ferrée. Pas grand chose, hein. Le passage à niveau peut se fermer. Bon, là je suis. Bon, au bout d'un moment, c'est un peu énervant. Donc... Et alors, ce que les études ne disent pas. Aussi peu. D'abord, il y a eu quand même à la création de la ZAC, il y avait eu. Oui. On peut juste réagir sur les études. Alors, comme vous voulez, c'est bientôt fini, c'est comme vous voulez, maintenant ou après? Je continue? Ouais. Ah, il a le micro. Je suis Romain Maté, moi je suis de l'agglomération justement. Juste une petite précision. S'agissant du giratoire sur la partie est au niveau de la départementale, ce giratoire, en fait, l'accès sur la partie du centre européen de fret, depuis la partie est, vous avez justement le point d'entrée, ce n'est uniquement un accès, ce n'est qu'un accès en cas de secours et en cas d'incendie. Et ça, c'est pas ce qui est écrit dans le dossier. Ce n'est pas un accès camion. C'est ce qui nous avait été dit effectivement en réunion à l'agglo, et ce n'est pas ce qui est écrit dans le dossier. C'est pas le scénario qui a été retenu, c'est pas ce scénario qui a été retenu. Et Voilà, il y a uniquement les voitures de DGO et uniquement s'il y a un accident et une sortie de secours. Les voitures des JO. Mais, alors, ça effectivement, c'est ce que oralement nous a été dit, mais le permis d'aménager, tel qu'il va être, s'il est accordé sur la base de cette étude-là, rien n'interdit, dans 10 ans, quand tout le monde aura oublié, à faire l'entrée pour Brittany-Ferries, c'est dans les dossiers. Votre vérité. Et alors, Et l'accès à des JO, c'est. Voilà, donc il ne sert pas que pour les incendies. Le micro. Le gouvernement, etc., les autorités nous disent qu'il faut lutter contre l'artificialisation des sols. D'accord? Et là, on se retrouve à la saline avec une friche, qu'il faut favoriser les friches. Quel est l'avis du CRPD à ce sujet-là? L'avis du CRPD. Micro. Je pose la question. L'historique, c'est une zone de 100 hectares qui devait être aménagée. Depuis 2001, quand on a pris les rênes avec Alain, on a voulu finir cette zone. De reste, on a acheté tous les terrains à Robert Lafare et à Franck Lafare, on a acheté tous les terrains pour aménager cette zone. Donc nous, notre rôle, notre objectif, c'est de finir cette zone. Et donc nous, l'objectif, et M. Pachot ne peut pas dire le contraire quand on travaillait sur la LGV, qu'il fallait sortir les camions de l'autoroute pour les mettre sur les trains. DGO ne va sortir aucun camion. DGO qui n'a rien à voir avec C'est le contraire. Je finis. Alors, ce que donc les études ne rappellent pas, c'est qu'il y a quand même eu. Il y a quand même eu un dossier de création de la ZAC en 1988. Donc là, il a fallu qu'on aille faire des fouilles dans les archives départementales, hein, parce que les dossiers, on ne les retrouvait pas. Mais on les a retrouvés donc aux archives. Donc,
Quand le ZAC a été créé en 1988, ce qu'il a été dit, c'est que le système local des voiries pourrait subir des adaptations sous réserve que soient assurées les continuités souhaitables entre les différents espaces du parc d'activités. Ça veut dire qu'en fait, il fallait absolument, la création de la ZAC, ils ont dit, il faut qu'on puisse circuler à l'intérieur de la ZAC. Parce que dans l'idée, il devait y avoir aussi des zones de restauration, des services, etc. pour les employés. Et donc, il fallait que, d'où qu'on soit à l'intérieur de la ZAC, on puisse rester dans la ZAC pour aller ailleurs. Or là, le nouveau rond-point isole complètement DGO. Comme il y aura les voies ferrées au-dessus, DGO devient une enclave en fait qui n'a absolument plus de circulation. On ne pourra plus passer par l'intérieur du CEF pour aller à DGO. Et inversement, les employés de DGO en fait, ne font plus partie du CEF. Ils seront obligés, et ils n'iront pas d'ailleurs, mais ils ne pourront pas bénéficier des services du CEF. Ça, c'était dans la... Et en plus, il précisait, le système de dessert se rabattant totalement vers le nord, aucun trafic industriel ne devrait être induit sur l'ancienne RD 312 dont la fonction restera locale. Ça, c'est le dossier de création de la ZAC. Il n'était absolument pas possible. Alors nous, on nous dit maintenant en 2000, on a été autorisé, en 1988, c'est ça qui a été autorisé. C'est aucun trafic ne devrait être induit sur la route départementale 312. C'était le contrat, si je puis dire. Dans le précédent PLU de Mouguer, jusqu'à ce qu'il soit révisé en 2022, le PLU de Mouguer interdisait la sortie ou l'entrée du CEF par l'intérieur, par la 312. Mais le PLU a été révisé. Et dans la révision du PLU, la petite phrase, elle a sauté. Donc le PLU de Mouguer rend possible l'accès par ce nouveau rond-point. Voilà. Alors que c'était interdit jusque-là. Ça, c'est pas dit dans le dossier. Hein. C'est vraiment moi qui vous le raconte. Bon, je reviens pas dessus, mais en plus de ça, le rond-point, il tape dans une zone humide prioritaire du Sage, parce qu'il va être ici, là. Ah, et il touche le seul ruisseau qui reste. J'ai zoomé, parce que les plans qui sont à l'intérieur, si vous allez voir les documents là, les plans, on peut vraiment zoomer. C'est vraiment des plans d'architecte, on peut pas aller très loin dans le... Donc le rond-point, vous voyez que le ruisseau là, qui passe dans l'espace naturel de la Once, je suis un petit peu inquiète pour lui. C'est vraiment bordure. Hein. Je rappelle aussi que nos élus ont voté un plan de mobilité de l'agglo qui est de dire qu'il faut qu'on passe de 77% des déplacements qui sont actuellement réalisés en voiture à 52%. Donc il faut augmenter les pratiques piétonnes, les pratiques de cyclistes et les transports en commun. Que DGO, placé là où il est, avec le rond-point d'accès où il est, et les gens qui travailleront à DGO ne pourront pas prendre les transports en commun, n'auront pas la piste cyclable et n'auront pas le bus. Donc en fait, on les rend complètement dépendants de la voiture, ce qui est complètement contraire à l'idée générale qu'il faut maintenant faire des transports dits doux pour tout le monde. Là, ils n'auront rien. Il n'y a pas un trottoir qui va arriver à DGO. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de piste, enfin rien. Voilà, on en fait une enclave. Voilà. Ce qu'on ne dit pas non plus dans le dossier, enfin, c'est dit, mais c'est le si peu, ça. Parce qu'il n'y a pas de phrase pour le dire. Mais à la réponse à la MRAE qui demande le calcul du CO2, du coup, ils disent combien il y a de camions pendant la phase de chantier qui vont arriver pour le remblaiement. Pour remblayer les 12 hectares, c'est pendant 2 ans, 7000 camions par an de remblai. Et il y a 2 sur la route départementale, avant le futur giratoire et après le futur giratoire. C'est là que se feront les entrées-sorties des camions qui amènent le remblai. Donc pendant 2 ans,
en plus, les camions vont entrer, sortir. Les camions, on peut imaginer qu'ils ne sont pas bâchés comme d'habitude, par la route départementale ici, donc, et là. Pendant 2 ans. Et, ah voilà, c'était ça les hypothèses. Donc il faut 140 000 mètres cubes de sable. Donc sur 25 mois d'intervention globale, donc on mettra 70 000 mètres cubes par an. Chaque camion, enfin c'est ce qu'on ferait à l'école, hein. Chaque camion pourra contenir 10 mètres cubes de sable, ça fait 7000 rotations par an, voilà. Et une rotation de 20 km. 7000 rotations, en plus ça fait peut-être 14 000 camions. Parce qu'ils rentrent et sortent, à vérifier. Mais oui, forcément, c'est 14 000 camions. J'aurais dû multiplier par 2. Ça, il faut aller lire une carte dans les 1690 pages où il y a 2 petites flèches vertes. Qu'est-ce que c'est ça? Et la LGV. Alors là, on termine par le faucon. Alors là, c'est à l'envers. Enfin, c'est à l'envers. Oui, c'est à l'envers. Donc le sel est ici. En fait, par là, c'est une guerre. D'habitude, la carte, on va regarder dans l'autre sens. Parce qu'en fait, là, c'est vers le sud et c'est en haut. Donc, le sel est ici actuel. Voilà, les barques dont on parle sont ici. Là, c'est là. Voilà. Le futur rond-point serait par ici. Et là, c'est la voie ferrée Bordeaux-Toulouse. Le fuseau de la LGV, si la LGV se faisait, vous savez qu'on est très contre la LGV, arriverait par viaduc au-dessus de la Dour, ici, pour rentrer après dans toute une série de remblais d'épées, d'Enguerre, passer en dessous, etc. Comme c'est quand même il est prévu qu'il y ait l'accès à la LGV à cet endroit-là, pour les trains, qui arriveraient donc de la voie ferrée Bayonne-Toulouse et qui monteraient donc là, ici, pour se raccorder à la LGV. Donc ici, ça va commencer à monter. Donc la route de Briscousse, elle est là. Ici, là. C'est le petit... Voilà, là, c'est la carrière de la hausse, ici. Hein, voilà. De ce qui est prévu, donc, là, il n'est pas question de faire des passages à niveau. Donc, en fait, il faut faire ce qu'on appelle un pont-route. C'est-à-dire que la route passerait par-dessus la voie ferrée. Un pont-route. Voilà. Comme la voie ferrée. Alors, la voie ferrée monte. Donc, au début, on l'avait compris comme ça, que comme la voie ferrée montait, donc en fait, ce qui était prévu, c'était de décaler justement à l'intérieur du sel la route de Briscousse, ici, pour qu'elle passe par-dessus la voie ferrée avant que ça monte. D'accord? Actuellement, elle est là, et donc elle serait là. Et sur des JO. En fait, quand on a vu ça, on s'était dit, ah bah enfin, ça y est, c'est bon, ils vont pas faire des JO, parce que quand même... Bah non. Donc, ils se sont rencontrés, ils ont fait des études, etc. La CEPA, donc l'aménageur, a fait une étude qui conclut que c'est possible, en fait, de faire les travaux du pont-route. Comment je vais vous expliquer ça? En fait, il nous disait que le pont-route, finalement, s'il était déplacé vers l'intérieur du CEF, c'était pas tant parce que ça montait que pour garder la route toujours fonctionnelle. Parce que si on fait le pont-route sur la route actuelle, ben, pendant le temps des travaux, il n'y a plus de route en fait. Donc, c'était pour ça qu'on passait vers l'intérieur du CEF de manière à ce qu'on fasse les travaux du pont-route, mais de garder la route de Briscousse qui circule normalement pendant ce temps-là. Ben, ils se sont donc vus ensemble là et ils ont dit, ben, en fait, on conclut à la faisabilité technique. Bon là ça marche vraiment plus. On conclut à la faisabilité technique d'un rétablissement de la RD 312 construit en place. C'est-à-dire qu'ils vont faire le pont-route sur la route qui existe actuellement. D'accord? Cette solution technique est en revanche assujettie à une coupure du trafic sur cet axe durant la réalisation des travaux de rétablissement. C'est-à-dire que la route de Briscousse, elle est coupée. Alors,
Ils disent qu'il y a une étude produite par la CEPA, mais l'étude, dans les 1600 pages, moi je ne l'ai pas trouvée. Et le conseil départemental a donc donné son accord par courrier du 3 octobre, on n'a pas non plus le courrier du 3 octobre, pour dire, il a donné son accord donc à une solution de rétablissement en place, même si celle-ci conduisait à une coupure totale de la RD 312 pendant la durée des travaux. Voilà. Et donc le préfet dit, en l'état, donc le pétitionnaire doit être informé que le projet entraînera une modification du schéma de rétablissement de la 312 prévu initialement dans le cadre de la LGV, GPSO. La réalisation du rétablissement en place, dorénavant envisagée, générant des coupures totales de circulation durant les travaux, ainsi que validée par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques dans sa liste. Donc le conseil départemental, alors sans doute pas des élus, enfin j'en sais rien, je sais pas, des services, se sont mis d'accord entre eux en disant bah, c'est bon, c'est faisable. Donc en fait, en plus de tout, on espère bien sûr qu'il n'y aura pas la LGV, mais enfin quand même, les décisions pareilles ne devraient pas être confinées à un courrier, un échange, une étude technique qu'on n'a pas. Je ne sais pas si M. le maire de Mouguer est là, l'étude. Je ne sais pas non plus comment le département peut se permettre, sans avoir consulté les maires alentours, parce que c'est quand même Briscoe, c'est là-haut, enfin, voilà. Comment on peut, voilà, à ce point, prendre des décisions aussi impactantes. Voilà. Donc pour conclure, nous on pense que monsieur le maire de Mouguer, vous ne devez pas signer le permis d'aménagement comme il existe là. Les zones humides, on a fait donc une pétition que soit vous pouvez signer par internet sur le site du CAD. Il ne faut pas que vous partiez sans avoir pris une feuille à la sortie où vous avez donc les liens vers la participation du public, vous avez notre adresse mail et vers donc le site où vous pouvez signer la pétition. Au dos, vous pouvez la signer papier, la pétition, et puis vous débrouillez pour nous la remettre soit par mail, enfin vous nous envoyez, vous écrivez, soit on voit, on récupère, parce qu'il est important que beaucoup de gens la signent, cette pétition. Et dans un foyer, il y a plusieurs personnes, hein, donc souvent il y en a qui signent, mais voilà. Donc nous, ce qu'on dit, notre position pour résumer, puis moi j'ai fini, donc on rappelle que c'est quand même le rôle majeur des BART et la nécessité de la séquence éviter, réduire, compenser. Que donc il ne doit pas être accordé, parce que DGO n'a rien à faire dans les BART, mais vraiment rien. Que pour les aménagements ferroviaires, qui peuvent encore évoluer avec les sites en Espagne, avec Brittany Ferry qui peut s'installer déjà sur la première phase de travaux, qui est capable de faire couler Novatrans, parce que c'est passé en fait de l'autre côté de la France, à Perpignan, où l'opérateur d'autoroute ferroviaire, en fait, qui remplissait pas ses trains, a fait de la concurrence à Novatrans qui était là. Et Novatrans a fermé, donc attendons de voir vraiment ce qui se passe, c'est pas une urgence du tout. Et puis de toute façon, le cadre de vie des riverains doit être respecté, c'est-à-dire pas de nouvel accès sur la route de Briscoe. Il y a des plans où on voit, quand les camions, vous nous dites que finalement ils passeront pas par là, c'est parce qu'il y a écrit dans les dossiers. Mais ça veut dire qu'on peut faire une voirie interne pour accéder à des JO. Hein. Puisqu'on peut y envoyer les camions, je ne sais pas si vous voyez mon geste, mais quand on rentre, on peut très bien arriver à des JO en longeant les voies ferrées par l'intérieur du CEF et arriver à des JO. Donc pas de nouvel accès. Le risque d'inondation doit réellement être pris en compte, il ne doit pas s'aggraver, donc il faut faire les études qui vont bien avec l'évolution du changement climatique. Et puis, c'est la conclusion finale, c'est que nous, depuis 2020, qu'on demande les dossiers, qu'on a énormément de mal, on a passé une énergie folle à obtenir des informations, des réunions, etc. Il doit faire l'objet d'une concertation beaucoup plus large qu'une participation d'un mois du public avec les 1690 pages à lire. Les maires des communes avoisinantes sont concernés, les conseils municipaux devraient débattre, alors que là c'est juste une signature sur un permis d'aménager qui nous semble, M. le maire de Mouguer, devoir vraiment être beaucoup plus discuté avec la population. Voilà.